Quand vous faites une copie, le but c'est toujours d'essayer de faciliter la compréhension du jury jusqu'à ce qu'en fait il n'ait plus à réfléchir et juste à lire votre copie et que tout soit logique de A à Z. Dans toute l'histoire des États-Unis, si je ne me trompe pas, il n'y a jamais un président qui a été réélu après une défaite. Il faut aimer être challengé et se dire ok ça va être difficile mais justement je vais pouvoir prouver que je suis meilleure que les autres. Et c'est très ancré chez les Américains. Pour eux, avoir des armes, c'est la capacité aussi de se révolter contre le gouvernement s'il y a des dérives. L'armée est armée et que du coup le gouvernement a un énorme moyen de pression sur eux. L'armée peut aussi être une menace pour les civils. Et est-ce que tu penses que le fait que Musk et Twitter aient soutenu Trump, ça a aidé? Le fait qu'ils aient ce média-là un peu sous le coude, entre guillemets? Je pense qu'il l'a même acheté pour ça. Ah ouais? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième session du podcast Ambition pour réussir vos études. On commence tout de suite par une histoire que tu connais parce que c'est arrivé à un de nos élèves qui préparait Sciences Po et je vous la raconte parce que c'est vraiment pour améliorer son aisance à l'oral, c'est-à-dire que ça vous servira pour tous les oraux, que ce soit le grand oral du lycée ou si vous préparez des concours ou si vous voulez aller en CPGE, en prépa ou si vous avez des exposés, peu importe. Vraiment pour l'oral, si vous avez tendance à stresser ou si vous avez des amis qui ont tendance à stresser, on avait une élève qui vraiment perdait tous ses moyens et sachant que elle avait son coach qui est étudiant à Sciences Po, elle était entourée de profs qui étudient aussi à Sciences Po et là ça concerne l'oral de Sciences Po mais ça peut être utile à tous les élèves qui passent un oral ou qui doivent se présenter devant plusieurs personnes pour un exercice académique et elle perdait vraiment tous ses moyens, c'est-à-dire qu'elle bégayait, elle se mettait vraiment enfin, ça lui était déjà arrivé devant le tableau de se mettre à pleurer, de faire des crises d'angoisse et du coup son coach m'appelle, je crois qu'il t'avait déjà aussi contacté et il dit voilà je sais pas quoi faire, on a tout essayé, on a essayé de la rassurer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment utilisé une méthode nouvelle. On s'est dit, on va essayer de guérir le mal par le mal. Et au lieu de la rassurer, ce qui avait déjà été fait, de lui donner plein de conseils, de l'entraîner gentiment, on va faire en sorte que ça se passe le plus mal possible. C'est-à-dire qu'on va organiser le pire oral blanc pour elle, où vraiment on va lui poser les questions les plus difficiles, on va la pousser dans ses retranchements, on va lui dire, on va lui poser des pièges, on va vraiment essayer de la faire stresser au maximum, mais de manière bienveillante, parce que c'est pour elle, que ça la débloque, que ça la pousse dans ses retranchements et que ça la fasse évoluer. Et franchement, ça a super bien marché, parce qu'on l'avait prévenue avant. Du coup, elle savait que ça allait être dur. Et le fait qu'on aille vraiment au max, qu'on pousse le curseur vraiment dans le rouge, en fait elle s'est rendue compte que même le pire oral c'était pas la mort. Et du coup ça l'a fait déstresser parce qu'elle s'est dit ah ouais en fait le pire qui m'arrivait c'est ça et en fait elle avait peur d'avoir peur. Ouais. Et du coup le fait de tout le temps la rassurer, ça la rassurait pas parce qu'elle se disait non mais dans le noir il y a une bête qui est tapie en fait. Et le fait du coup de libérer ça, de faire ok on fait les pires conditions possibles, du coup, à force de la harceler de questions difficiles, elle a pris un peu sur elle et à un moment, je l'ai coupée et elle a dit je vais vous répondre, parce qu'elle était dans les conditions réelles, je vais vous répondre, avant que ça, laissez-moi finir. Juste pour dire que parfois, avec des élèves, avec des personnes qui sont stressées, les mettre en fait dans un cocon, dans du coton, etc., c'est même pire parce que du coup, inconsciemment, elles se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Si on est obligé de faire tout ça, c'est que vraiment c'est dangereux, vraiment ça fait peur. Donc parfois, il faut les prendre par la main et leur dire ok, on va faire la pire chose. Et donc voilà, là ça a bien marché. Après évidemment ça dépend des personnalités des élèves. Mais pour dire voilà que si vous avez des problèmes d'aisance à l'oral, des problèmes de confiance en vous, ça peut vous aider en fait que quelqu'un vous pousse dans vos retranchements. Donc demandez de la difficulté plus souvent. Complètement. Et tu te souviens comment s'est passé son vrai oral? Ça s'est bien passé parce que le jury a été super gentil. Elle a dit oui, du coup, il y avait une prof d'anglais et un prof à Sciences Po. Et puis, ils m'ont demandé quel campus je souhaitais intégrer à la rentrée. Donc, je pense que je vais être prise. Bah oui. Sans surprise. Voilà, elle a eu une image super simple d'actualité. Non, c'est... En fait, il n'y avait aucune... Pour le coup, il y a eu
y a pas eu de... Ça peut arriver, on a des oraux où vraiment il y a une originalité, où on sait pas pourquoi le jury se dit citez-moi une œuvre de Platon, et après il se met à poser des questions dessus alors que l'élève n'a pas forcément lu cette œuvre, etc. Donc, mais c'est rare parce que généralement ils sont quand même dans le thème, il y a quand même un certain programme, il y a quand même une certaine méthodologie à l'oral, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. Une fois qu'on a suivi des élèves et qu'on a fait 100 oraux avec eux, on les a tous faits. Pareil pour les écoles de commerce, il y a une méthodologie, il y a une façon de faire. Et finalement, voilà, il y a un programme, pareil pour tout ce qui est école d'ingé, tout ça. Donc, une fois qu'on s'est entraîné, il n'y a pas énormément de choses qui dérapent. Et même si, en fait, ça dérape, je dis toujours aux élèves que c'est une bonne chose, parce que du coup, le jury, il n'est pas bête. Quand il met de la difficulté, il le voit. Et du coup, s'il fait ça avec tous ses candidats, par exemple, si le jury, c'est un jury difficile, c'est un jury qui est connu pour être sévère, si ce jury-là, il a 30 élèves, il va être sévère avec les 30. Et s'il est sévère qu'avec 20 et que finalement avec 10, il est moins sévère, il s'en rend compte lui-même qu'il est moins sévère. Donc en fait, ça grille, s'ajuste à chaque fois. Et puis c'est aussi un moyen de se démarquer si vous avez les réponses aux questions. Je me souviens, il y a une élève qui, dans son projet pro, parlait de l'Iran. Elle s'est retrouvée avec un jury qui lui a posé des questions sur le système politique en Iran, mais des questions très poussées, est-ce que c'est une théocratie, etc., etc. Et en fait, le jury lui pose 5, 6, 7 questions, elle a la réponse à tout, et au bout d'un moment, elle bloque, parce que le jury va de plus en plus loin, évidemment. Et elle était sortie de l'oral, je me souviens, elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit « c'est horrible, j'ai pas su répondre à la question ». Enfin, elle était vraiment presque en pleurs. Je dis non, le jury t'a juste poussé le plus loin possible. À un moment, tes connaissances n'allaient pas, mais t'as déjà répondu à 5-6 questions que 3/4 des élèves n'auraient pas eu la réponse. Donc c'est aussi un moyen de se démarquer si vous avez les réponses. Et puis voilà, si vous savez pas, c'est aussi normal, le jury le sait, vous pouvez pas tout connaître de A à Z. Ouais, totalement. J'ai jamais compris cette fascination pour les sujets faciles. Pareil en philo, tu sais, tout le monde disait j'espère qu'on va avoir un sujet facile, alors que si le sujet est facile, tous les sujets le sont, et du coup le prof va être plus sévère. Si le sujet est difficile, ça s'adapte. Donc en fait, le seul truc évidemment, c'est quand t'as pas révisé un sujet, t'en as révisé d'autres, forcément tu vas vouloir que ça tombe. Mais au niveau de la difficulté, en fait, le barème s'ajuste constamment, donc c'est pas quelque chose qui devrait faire peur aux élèves, je trouve. Ouais, complètement. Au contraire, ça faut vraiment le voir comme un challenge, de se dire plus c'est difficile, plus je peux me démarquer, plus je peux prouver ce que je vaux et avoir une meilleure note. Surtout si on y réfléchit avant, si on se met dans le mindset de j'ai envie qu'il y ait de la difficulté, et comme ça, s'il y en a, tant mieux, quand il va y en avoir, on va être plus excité que dans la peur, et donc on va bien répondre, et on va se différencier de d'autres élèves qui seront là en mode j'espère qu'il va pas y avoir des questions difficiles, et quand il y en a, du coup ils savent pas répondre, ils sont en mode oh non, ça y est, c'est arrivé, je suis foutu. Ouais, complètement. Donc je pense que c'est un mindset à avoir avant, et ceux qui l'ont, ils ont vraiment une longueur d'avance du coup. Ouais, complètement. Ça me fait un peu penser aussi pour le concours Common Set IEP. Chaque année, nos élèves me disent « je veux que ça tombe sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est le chapitre qu'on a le plus vu. Au moins, j'aurai toutes les connaissances et tout. » Au contraire, le jury est du coup beaucoup plus sévère et cherche les connaissances hyper précises qui vont démarquer une copie de l'autre, parce que 99% des copies ont les mêmes infos. Surtout que la Seconde Guerre mondiale, même la première, on la voit 50 fois dans notre scolarité. On la voit en primaire, on la voit au collège. Au lycée. Et en plus, tous les examens tombent dessus. Je crois que le brevet, ça tombe là-dessus. Enfin, c'est dans le programme du brevet. Le bac, ça tombe là-dessus. Et en fait, en plus, les épreuves se rejoignent. Moi, je me souviens, en troisième, on avait, tu sais, une épreuve un petit peu d'art. Histoire des arts. Ouais, histoire des arts. Voilà, quand on faisait avec la prof de musique, d'art plastique, c'était la seule fois en 4 ans que cette matière devenait importante. Et c'était tout autour de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. C'était tout. C'était soit le génocide, soit les résistants. Mais ça avait toujours un rapport. Donc, évidemment, vu qu'on l'a vu 50 fois, le jury, il est prof, il a aussi vu 50 fois avec ses élèves. En fait, c'est inconscient, mais le barème de t'es bon, t'es pas très bon. J'aime pas dire ça, mais tu réponds mal, tu réponds juste, s'adapte en conséquence. Oui, bien sûr. Forcément. Donc la chose à retenir, c'est qu'il faut aimer être challengé et se dire ok, ça va être difficile, mais justement, je vais pouvoir prouver que je suis meilleure que les autres. Ouais, totalement. Actualité ? Grosse actualité des dernières semaines, les élections américaines, évidemment. Incroyable. On a l'impression d'être dans un film. Ouais, vraiment. C'est marrant parce que là, du coup, quand on enregistre, on est quelques semaines plus tard. Et j'ai l'impression que tout le monde pense, et je sais pas si t'as ce biais aussi, que c'était couru d'avance et que c'était logique que Trump soit élu. Et en fait, quand on fait la lecture après coup,
Bah, c'est vrai qu'on se dit, oui, il y a eu des tentatives d'assassinat, donc forcément ça a boosté sa popularité. Oui, il a été soutenu par Elon Musk, qui a investi des dizaines de millions de sa campagne, donc c'est logique. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Et du coup, c'est d'une logique implacable qu'il ait été élu, parce qu'en plus, il a été élu avec énormément de voix d'avance. Ouais. C'est vraiment une victoire éclatante. Et du coup, avec la lecture, on se dit, ah bah oui, c'est sûr, on l'avait vu venir avant. Mais moi, jusqu'au résultat, Sûr de rien. sûr de rien, franchement, j'aurais pas pu avoir un pronostic, alors que maintenant, c'est d'une logique. Et en réalité, il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont vu venir, même s'ils disent justement qu'à la lecture de tout ce qu'on a maintenant, ça paraît évident. Ça paraît évident et ils auraient pu le prévoir, mais je connais personne en fait qui l'a prévu. Non, vraiment pas. Bah, c'est vrai qu'il y avait des sortes d'indicateurs où Elon Musk il met à peu près toute sa fortune en jeu pour soutenir Donald Trump. Mais sur le coup, on se disait juste, la plupart des gens se disaient, mais il est complètement fou de faire ça. C'est vraiment un all-in et on voit si ça passe. Ouais. Un vrai joueur de poker. Mais je suis comme toi, avant les résultats finaux, j'avais aucune certitude que ce soit lui, Donald Trump qui gagne les élections. Ça a vraiment été le suspense jusqu'au bout, de savoir qui allait remporter. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau système de sondage par Paris ? Le quoi ? Le nouveau système de sondage par Paris. C'est-à-dire que au lieu avant, on interrogeait les gens et on disait dans plusieurs états, etc. Et on disait, ah tiens, sur un échantillon de 1000, il y a telle personne qui a dit ça, donc c'est plutôt X qui est en tête. Et là, du coup, il y a eu un nouveau système de sondage qui apparemment est beaucoup plus fiable. Ouais. Et qui est en fait un système de paris. C'est-à-dire que c'est comme des paris sportifs. Tu paries soit sur Donald Trump, soit sur Kamala Harris. Et du coup, à la fin, tu as des cotes. Tu as quelqu'un qui se démarque. Et je comprends pas pourquoi ça a aussi bien marché. Parce que je m'étais dit que c'était vraiment n'importe quoi. Bah, je t'avoue que je me suis pas trop penchée dessus. J'avais juste vu que ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'à Times Square à New York, ils affichaient sur les, sur les écrans géants de Times Square les résultats en live, les gens qui pariaient, etc. Enfin, le choix à l'américaine, rien d'étonnant jusque-là. Mais je connais pas les résultats qu'il y a eu de ces paris, du coup les paris donnés Donald Trump gagnant. Ouais, et contrairement aux sondages, ces sondages je les mettais vraiment à ex-aequo, et dans les paris il est vraiment ressorti. Excellent. Et je comprends pas pourquoi, parce que je m'étais dit, c'est... Déjà il y a un premier billet que je valide. Enfin, déjà il y a un premier obstacle, je me suis dit, tu paries pas forcément pour celui à qui t'aurais voté, à qui t'aurais donné ton vote, pardon. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux équipes qui s'affrontent. Tu veux que ce soit l'équipe bleue qui gagne, mais si t'es sûr que c'est la rouge, tu vas parier sur la rouge, tu vas perdre ton argent. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit non, en fait, les supporters, ils réfléchissent pas comme ça. Ils veulent voir leur équipe gagner, donc ils parient sur leur équipe. Ouais, j'ai un exemple de ça, d'un ami qui supportait l'OM, donc l'OM perd tout le temps contre le PSG. Et il y avait un match, et il avait dit je les soutiens quand même, mais bon, on va encore perdre à domicile, etc. J'espère que ce sera pas comme 4-0 comme la dernière fois, mais il faut les supporter et tout. Et plus loin dans la conversation, il me dit qu'il parie. Du coup, je dis ok, t'as parié en gros sur le PSG. Et il fait mais non, c'est de la traîtrise, j'ai parié sur l'OM, alors qu'il était sûr qu'ils allaient perdre, donc évidemment ils ont perdu. Et du coup, il a perdu son argent. Et en fait, un supporter, il parie pas sur celui qui a le plus de chances de gagner, il parie sur celui qu'il a envie de voir gagner. Et ça, c'est déjà un paramètre à prendre en compte. Donc, c'est logique dans le système de sondage, parce que du coup, ça voulait dire que ceux qui voulaient que Trump gagne ont parié sur lui, donc il y a une logique. Mais je m'étais dit que ça suffisait pas, parce qu'il y a le phénomène des... Comment dire ? Un peu des gros supporters, genre des groupies. Ouais. Tu peux avoir, par exemple, plus d'électeurs, mais qui sont moins fans de toi, et au contraire... moins d'électeurs, mais que tu aies une fanbase qui soit énorme et qui soit en mode groupie, en mode je suis fan de toi. J'ai l'impression que c'était un peu ça du côté de Trump. Il y en a qui vraiment le détestent vraiment et d'autres qui vraiment l'adorent. Enfin, il y a ce côté-là aussi chez Kamala Harris, mais j'ai l'impression que Trump, du fait qu'il ait déjà fait une élection, c'est quand même un sacré personnage, etc., il y en a vraiment qui sont en mode fan hardcore. Et je me disais, ça truque les paris, parce que peut-être que, je sais pas exactement comment c'était calibré, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes fans qui vont parier et donc ça va truquer le résultat, ou est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui vont mettre de l'argent en mode être gros fan? Et en fait, ça a marché. Donc je sais pas, je l'explique pas, mais ça a fonctionné. Mais c'est intéressant, parce que ça remet complètement en question les sondages. Ça peut être un sujet
au lycée, pendant les études, au concours, etc. Je pense que c'est bien d'avoir cette remise en question des sondages, de l'INSEE qui existe depuis des dizaines d'années. C'est une super accroche pour des sujets de grand oral, pour le bac ou autre. Ouais, complètement. J'étais en train de penser, notamment ceux qui ont l'aspect HGSP ou SES, il doit y avoir des sujets en lien avec les questions de sociologie, le vote, etc. Ouais. C'est une accroche très originale ou une ouverture, mais au moins ça change des accroches un peu classiques. Si le vote en ligne était mis en place. Ouais, totalement. Ça fait un peu de nouveauté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'en peux plus de l'accroche des votes en ligne. Surtout que c'est passé, quoi. C'est plus une accroche d'actualité. Ça fait 5 ans que les gens votent en ligne. Ou alors il y a ça, ou souvent l'autre accroche, c'est et si le vote était abaissé à 16 ans, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait proposé en France. En 2016, grosse nouveauté. Non, pas en 2016, du coup. Si, c'est ça. Et même en histoire, s'il y a un sujet genre sur la 5ème République. Ça fait un peu de fraîcheur et de nouveauté, quoi. Si vous voulez vous démarquer, essayez parfois d'utiliser des faits d'actualité pour que ce soit bien utilisé. Parce que si le lien est mal réalisé, que c'est pas assez travaillé, c'est le lien. C'est disqualifiant direct. En fait, on va juste se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On le voit souvent, des super accroches. Je pense notamment à nos élèves. Là, il y a eu un concours blanc en anglais. Beaucoup ont fait des super accroches en citant Nelson Mandela, etc. Donc vraiment, ça faisait... c'était pas de la grande fraîcheur, parce que ça reste du classique, mais il fallait aller chercher cette citation. C'était recherché, etc. Et ils perdaient énormément de points parce que l'accroche n'était pas du tout liée au sujet, et on disait... Oui, mais en fait, si tu lis ça et tu te dis, mais quelle est la suite de la logique? Enfin, il n'y a pas de logique. Tu nous proposes un super élément, mais tu le poses comme ça et tu repars. Ouais. Et c'est un peu énervant parce que tu dis, t'as tout, il manque juste le lien pour. Je vois que la personne l'a préparé. Ouais, c'est ça, c'est trop dommage. Un jour, Lincoln a dit, on est bon dans ce qu'on aime et on aime ce dans quoi on est bon. Et du coup, le réchauffement climatique, tu dis ouais, la citation est bien, mais ça n'a aucun rapport, quoi. C'est horrible. Le plus dur à faire, c'est le lien. Mais une fois qu'on l'a... Ah oui, complètement. Bah, c'est plutôt facile quand même à faire. Faut juste que, je pense que les élèves n'ont pas assez confiance en eux. Et je pense que beaucoup n'y pensent pas. Hein. Parce que beaucoup voient par exemple l'introduction comme des étapes à valider. Donc étape 1, accroche, étape 2, je définis le terme, et étape 3, je problématise. Et ils oublient qu'en fait, il faut des petites transitions entre chaque sous-partie pour faire en sorte que ce soit fluide, compréhensible et lié. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi un souci de méthodologie. Et parfois, peut-être, certains n'osent pas par peur de dire aussi, comme tu dis, peut-être une bêtise ou de faire le mauvais lien qui pourrait les disqualifier. Alors qu'au contraire, ils sont disqualifiés s'ils font pas ces liens pour expliquer leur logique. Ouais, totalement. J'ai une théorie, c'est que c'est pas un manque d'intelligence, mais c'est un manque d'empathie. Vu que c'est clair dans leur tête, mais qu'ils sont sous pression parce que faut rester dans le temps, faut assurer, faut avoir une bonne note, bah, ils oublient de se mettre à la place du correcteur, de faire le lien, et comme tu dis, les transitions ensuite entre les parties, pour dire que ce qu'ils disent c'est logique, c'est dans le thème, c'est dans le sujet. Et du coup, ils font pas le lien entre l'accroche et le sujet, parce que ils se mettent pas à la place du correcteur, et donc dans leur tête c'est logique, donc ça doit être logique pour tout le monde. Ouais. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup à nos élèves d'ailleurs, et qui, vous devriez le prendre en compte parce que ça change la perspective. C'est quand vous faites une copie, un enfant de 8 ans qui la lit pourrait la comprendre, même s'il connaît rien au sujet, parce que justement tous les liens sont faits et que vous expliquez. Le but c'est toujours d'essayer de faciliter la compréhension du jury, jusqu'à ce qu'en fait il n'ait plus à réfléchir et juste à lire votre copie et que tout soit logique de A à Z. Ouais, totalement. On fait les grandes étapes de l'élection peut-être, parce que c'est vrai que ça s'est déroulé sur quand même bien un an. Je pense que ça peut être intéressant de revoir un petit peu les étapes, parce que c'est des gros enjeux qui se sont joués, ça peut être intéressant justement, même académiquement parlant. Ouais, complètement. Surtout qu'on se rend pas compte en fait, mais ça a commencé il y a presque 2 ans maintenant, parce que c'était fin 2022, début 2023 qu'il y a eu l'annonce des candidatures, donc Kamala Harris et Donald Trump. Il y avait aussi d'autres candidats à l'époque, il y avait Kennedy. Déjà rien que ça, moi je pensais même pas que Donald Trump allait être investi chez les Républicains. Ouais, je pensais que ça allait être Ron DeSantis, qui est gouverneur en Californie. Oui, je crois que c'est ça. De bêtises, fact-checking. Ouais, je pensais qu'il allait être investi à la place de Trump, ou qu'il allait avoir une tête qui allait se démarquer au dernier moment. Parce que dans toute l'histoire des États-Unis, si je ne me trompe pas, il n'y a jamais un président qui a été réélu après une défaite. Mais je crois que c'était vraiment le gros truc historique.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que Trump a commencé son discours de victoire comme ça, en disant « Merci de m'avoir élu 47e président des États-Unis », parce qu'il avait été élu 45e. Et que c'était un fait historique et quelque chose qu'on n'avait jamais vu aux États-Unis. Pourtant, les élections, quand même, remontent à très longtemps. Et du coup, les partis le prennent en compte et jamais ils investissent quelqu'un qui a déjà perdu des élections. Enfin, ils font attention à ça. Bien sûr. Et autre chose aussi, c'est qu'il y avait Kennedy qui se présentait dans le camp des démocrates à ce moment-là. Ouais. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte, parce qu'en 2 ans, les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, je fais partie du gouvernement de Donald Trump, côté républicain. Donc pareil, chose à prendre en compte en termes d'évolution. Ça aussi, je pense qu'il y a eu... ce qui a porté préjudice aux démocrates, c'est que je pense qu'il y a eu une guerre un peu intestine, parce que du coup, Joe Biden a été investi chez les démocrates. Ce qui, dans un sens, est logique, vu que c'est le président sortant, donc il a ce droit, mais il n'était pas capable de mener la campagne jusqu'au bout. Et donc, on a l'impression qu'il a un peu abandonné par défaut et qu'il n'a pas complètement soutenu Kamala Harris. Enfin, c'était pas le camp démocrate vraiment uni. Et au contraire, tu vois, je pensais que ça allait être le camp des républicains qui allait être désuni parce qu'il allait dire non, Trump a perdu, que Ron DeSantis, Trump allait beaucoup plus se fighter, alors qu'en fait c'est le camp démocrate qui s'est beaucoup plus fighté. Ouais, c'est vrai, complètement. Donc voilà, rien que ça, c'était pas... Évident. Ouais. Et donc, voilà, l'annonce des candidatures. Ensuite, les primaires. Donc, chaque parti organise les élections primaires pour sélectionner le candidat officiel. Donc ça, c'était de janvier à juin 2024. Et s'en est suivi les campagnes électorales de septembre à octobre 2024. Donc ça fait pendant plus d'1 an, ils ont enchaîné les meetings, les campagnes, etc. Autant du côté de Kamala que de Donald Trump. Donald Trump, à chaque fois, fait des campagnes assez dans le show. Est-ce que toi, il y a un moment de ces campagnes qui t'ont particulièrement marqué ? Du coup, j'ai l'impression qu'il y avait moins la hype de 2016. Ouais. C'était 2 choses complètement différentes. Parce qu'en 2016, il était plus comme le clown. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vraiment, en tout cas dans les médias français, mais même dans les médias américains, en fait, maintenant, il n'y avait rien de vraiment nouveau. Parce que du coup, avant, les présidents, pour leur meeting, ils mettaient pas une casquette qu'ils avaient devant les yeux, ils dansaient pas. Et vu qu'on l'avait déjà vu faire en 2016, il n'y avait pas de nouveauté par rapport à son show. J'ai trouvé par contre que sa com était beaucoup plus propre, beaucoup plus ingénieuse. Ça se voit que soit lui, soit son équipe de com, soit les deux certainement, ont vraiment capitalisé sur l'expérience qu'ils ont eue en 2016. Parce que vraiment, il a fait une com incroyable. Après, il a été aidé entre guillemets, j'allais parler de sa tentative d'assassinat, mais... Ça a boosté un peu, on va dire. Ça booste, mais du coup, c'est pas vraiment une aide, parce que je pense que c'est pas le meilleur événement de sa vie, mais je pense que ça donne un bon élan. Je pense qu'il regrette pas que ça soit passé comme ça quand même. Tu penses que ça a été décisif, toi, pour sa victoire? Est-ce que tu penses que s'il avait pas, parce que pour rappel, il a eu 4 tentatives d'assassinat, on a arrêté d'en parler parce qu'il y en avait trop. Non, mais il y en a qui sont moins importantes. Mais du coup, la principale, celle que tout le monde a vue avec la photo mythique, etc. Est-ce que tu penses que sans ça, il aurait été élu? C'est une bonne question. Je pense qu'il aurait quand même été élu, mais ça aurait été beaucoup plus serré. Et pour revenir sur sa com, non seulement il a fait la drama avec son petit pansement à l'oreille, ouais. Donc là je parle des choses qui sont calculées, parce que les choses qui sont pas calculées, par exemple quand il s'est relevé, il a crié fight, ça fait des photos, etc. Ouais. Ça je pense que c'est pas quelque chose de calculé, c'est quelque chose qu'il a fait intuitif, parce qu'il a le chaud dans le sang. Il a le chaud dans le sang. Mais par contre après, se présenter avec son petit pansement, parler très lentement, devant tout le monde, dire je devrais pas être là ce soir, comme ça, voilà, ça fait très film américain. Ça c'est pensé, c'est réfléchi, c'est intelligent. Sa petite fille, qui je crois a 18 ans, est venue faire un discours pour dire que c'était un modèle, qu'il avait échappé à la mort. Enfin, c'était vraiment la carte qui était tirée au bon endroit, au bon moment. Toute sa famille, j'ai trouvé, a bien joué le jeu dans la communication. Je pense qu'ils ont été hyper bien briefés, mais il y a toujours des bavures, tu vois. Il y a toujours un qui est pas content et qui, du coup... là, il n'y a eu aucune bavure. La communication a été hyper bien gérée.
Et même ce qu'il a fait quand du coup Kamala Harris a dit qu'elle avait travaillé chez McDonald's, qui a dit que c'était pas vrai, qu'il a passé une journée chez McDonald's, après que Biden a dit que ceux qui votaient pour Trump étaient des ordures. Et du coup, il est arrivé à un meeting avec un camion poubelle. C'est des trucs qui sont extrêmement bien pensés pour la com. Voilà, pour moi, on peut l'aimer ou le détester, mais très très bon en com, et je pense que c'est ça qui a fait de lui un milliardaire, ça qui a fait de lui qu'il a explosé à la télé, c'est ça qui fait de lui qu'il est président aujourd'hui. Oui, complètement. Il y a un truc, toi, qui t'a marqué particulièrement? C'est les exemples que tu as déjà cités, et je rajouterais aussi les discours où Elon Musk est avec lui sur scène, et on voit Elon Musk en furie, quoi. On dirait presque un fou, il hurle. Ouais. Il y a vraiment... Je pensais vraiment pas que Elon Musk allait jouer autant de cartes sur table. Sachant qu'Elon Musk est très respecté aux États-Unis, parce qu'il a en quelque sorte sauvé la NASA. Et c'est le seul milliardaire qui paie vraiment ses impôts aux États-Unis. Tous les autres ont quand même des sacrés arrangements fiscaux. Lui, il a dépensé, je vais te dire une connerie, mais je sais pas le chiffre exact, mais je sais qu'il a dépensé des dizaines de milliards d'impôts. Et on peut dire, bah oui, c'est logique, sa fortune. Mais la majorité des milliardaires, ils payent quasiment pas d'impôts parce qu'ils ont des arrangements. Ouais. Lui a vraiment payé ses impôts aux États-Unis, donc forcément ça fait un storytelling qui fait que ça touche des gens. Et puis forcément il correspond au modèle américain du surhomme qui arrive à gérer plusieurs boîtes, donc je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et il a mis pareil, tu vois, il y avait une utilisation aussi des enfants qui, je trouve, n'était pas avant. C'est pas Elon Musk justement qui a fait une conférence avec un de ses petits? Ah, je sais pas du tout. Je crois que j'avais vu ça. Mais en tout cas, ouais, leur communication est pas mal. Sachant qu'en face, ils ont fait une bonne com, les démocrates, mais une com très traditionnelle en fait, qui se démarquait pas de ce qu'a fait Hillary Clinton. Obama, je pense qu'il est meilleur en com, mais ça doit être plus ou moins la même équipe. C'est juste le personnage qui est peut-être plus dans le show. Il y a qu'à voir ce qu'il avait fait à Donald Trump quand il était président. Et ce qui a amené justement Donald Trump à faire de la politique et à se présenter, c'est une humiliation par Barack Obama qui s'était passée lors de festivités. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que ça peut être intéressant de raconter. En fait, il y avait des rumeurs quand Barack Obama était président. En réalité, il n'était pas né sur le sol américain, que c'était pas un Américain. Et donc, aux États-Unis, même si tu as la nationalité américaine, si tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne peux jamais être président. Et du coup, ça aurait totalement foutu sa légitimité en l'air. Et Trump faisait partie de ceux qui soufflaient un petit peu sur les braises en disant que oui, on n'avait pas de preuves qu'il était vraiment né aux États-Unis. Il y a des liens, je crois que le père ou la mère de Obama a travaillé pour la CIA, et donc le parti, je ne sais pas si c'est vraiment Trump qui l'a formulé comme ça, mais ceux qui défendaient que Barack Obama n'était pas réellement né sur le sol américain disaient oui, mais ses parents ont des liens avec la CIA, donc ils ont trafiqué. Et du coup, Barack Obama avait répondu lors d'une grande cérémonie, je crois que c'était un gala de charité, quelque chose comme ça, où il y avait Trump, il l'a humilié devant tout le monde. Il a dit, oui, du coup, certains veulent des preuves que je suis réellement née sur le sol américain et pas en Afrique. Donc je vais vous passer un extrait vidéo de ma naissance. Et là, il avait passé un extrait du Roi Lion, qui le présente et tout, et donc en Afrique. Et donc voilà, il s'était bien foutu de sa gueule. et du coup, je pense qu'il l'a pas du tout pris. Ouais. Et il y a des documentaires qui sont intéressants là-dessus. Justement, j'en avais regardé un à la suite de l'élection de Trump qui explique ça, qu'à partir de là, Trump s'est juré de devenir président. Il a réussi 2 fois. Il a réussi 2 fois. Donc c'est marrant, comme quoi ça peut tenir à pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Pour reprendre un peu le déroulé, donc voilà, la campagne, comme on en a parlé, pendant plus d'1 an. Et le 5 novembre, les électeurs américains ont voté pour leur président. T'as pas raconté Peanuts?
Une grosse affaire, Peanuts. Oui, c'est vrai. J'ai plus le déroulé exact, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens un petit peu. Pareil, je vais peut-être faire quelques petites erreurs dans l'affaire Peanuts, mais quelques jours avant l'élection américaine, il y avait un écureuil qui était très connu sur les réseaux sociaux, donc il s'appelait Peanuts. Et en fait, c'est son propriétaire, forcément, qui le filmait, qui mettait les vidéos de Peanuts sur les réseaux. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il avait recueilli Peanuts alors qu'il était blessé, je crois, quelque chose comme ça. Et il en avait fait son animal domestique, sauf qu'aux États-Unis, t'as pas le droit, des animaux sauvages, de les prendre. Ouais. Et ils se sont fait balancer, je crois, par un voisin ou quelque chose. Enfin, ils étaient sur les réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un qui a dit oui, ils habitent là, faut que quelqu'un vienne les chercher. Et du coup, ils sont venus chercher Peanuts, la star. C'est drôle, mais en même temps, c'est tragique, parce que le pauvre petit écureuil est mort, parce que du coup, ils l'ont euthanasié, les services américains. Et du coup, grosse tragédie autour de Peanuts. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que c'est un animal, il était bien. Donc après, ça peut être discutable de est-ce qu'on peut garder un animal chez soi, est-ce qu'il était dans les bonnes conditions et tout. Ça évidemment, je pense que ça doit être regardé. Mais le fait de l'euthanasier, forcément, ça a touché des millions de personnes. Et là, l'affaire se serait arrêtée là si personne n'avait parlé. Sauf que Donald Trump a pris cette histoire, l'a utilisée en disant regardez ce que fait l'administration Biden, regardez ce que sont devenus les services sociaux américains. Ils vont dans les maisons sortir tout ce que vous avez, tous vos vêtements, parce qu'ils ont fouillé la baraque, etc. Tout ça pour trouver un écureuil, vous l'enlevez, le tuer. Vraiment, il en a fait 3 tonnes, bande d'assassins, etc. Il a vraiment joué sur les émotions. Et de l'autre côté, encore une fois, je ne sais pas pourquoi cette réaction, je pense que c'était vraiment pas stratégique. Kamala Harris a dit, à peu près, qu'elle soutenait elle soutenait le personnel social qui avait fait son travail, qu'en effet, on ne pouvait pas détenir un animal sauvage illégalement chez soi. Et du coup, forcément, ça a énervé les gens parce qu'ils se sont dit, oui, mais l'écureuil a été tué, donc elle ne devrait pas soutenir. Et voilà, Trump a vraiment surfé dessus. Et ça s'est passé quelques jours avant l'élection. Et du coup, on pourrait penser qu'encore une fois, c'est rien. Mais en fait, ça fait énormément de scandales aux États-Unis. Trump l'a relié avec plein d'affaires en disant voilà, quand il y a des camps de drogue, etc., rien ne se passe. Mais par contre, pour un écureuil. Ils agissent en moins de 24 heures. Voilà. Donc ça a été une grosse affaire et moi je pense que ça a peut-être joué aussi sur son élection. Ouais, complètement. Et bien ensuite, la prochaine étape, c'est finalement le 20 janvier. Il va être investi comme président à la Maison-Blanche. Avec le gouvernement qu'il a quasiment nommé, je pense qu'on connaît tous les postes importants pour les 4 prochaines années. Je me souviens qu'en 2016, personne n'avait voulu chanter lors de son investiture. Ah ouais, j'avais oublié ça. Il avait galéré, je sais même plus qui a chanté d'ailleurs. Peut-être personne du coup. Lui. Donc là, je sais pas qui va chanter. Il a eu ça un peu plus. J'ai l'impression qu'il a eu plus de soutien du côté des stars. Jay-Z peut-être. C'est Jay-Z qui. Non, Kanye West. Pardon, Kanye West, ouais. C'est peut-être Kanye West qui va chanter. Oui, c'est vrai qu'il porte des casquettes Make America Great Again. Donc, oui, mais lui, il est à fond. Il est parmi. Je crois qu'il le finance aussi. Ah ouais? Mais c'est pas en. Je crois qu'il s'est présenté aussi. Oui, il s'était présenté. Chez les Républicains. En 2000. Non, cette année, c'était il y a 2 ans. Ah, cette année aussi? C'était il y a 2 ans pour être investi. Ok, je savais pas. Je pensais que c'était plus vieux. Kanye West, il en a fait des conneries aussi en 6 ans. Ouais, vraiment. Donc, ouais, donc donc je sais pas qui va chanter. Moi non plus, j'ai hâte de savoir parce qu'il a quand même eu beaucoup plus de soutien cette année, cette élection que l'année dernière. J'ai vu qu'il y avait même des stars comme Mike Tyson, etc. qui l'avaient supporté. C'est vrai. Chose qui n'aurait pas été possible en 2016, je pense. Je pense que c'est important aussi de le mentionner. Parce que c'est vrai qu'en 2016, je vois aucun soutien
vraiment de stars, de monde du people, de monde vraiment d'influenceurs au sens large du terme. Et là, il y en a eu beaucoup. Il y a les youtubeurs Jake Paul et Logan Paul, qui sont un peu, enfin c'est un peu pour nous, la France, ce serait l'équivalent de Michou, Inoxtag. Mais c'est les plus gros, ils font partie du top. Ouais, c'est les top youtubeurs, ouais. Bon bah Kanye West, lui on le cite plus. Non, mais il y en a eu, enfin il n'y en a pas eu énormément non plus, il y en a eu moins que du côté de Kamala Harris, mais il y en a eu beaucoup par rapport à 2016. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en France, ça va aussi que l'extrême droite va se déradicaliser et qu'on verra des personnalités publiques supporter ouvertement l'extrême droite? Je me souviens, je crois que c'était une ancienne Miss France déjà qui avait dit qu'elle avait voté Rassemblement National sur TPMP ou quelque chose comme ça, et ça avait fait scandale parce que c'était voter l'extrême droite, etc. Et ça, il y a 10 ans, ça serait pas arrivé? Non, je pense pas. Donc ça m'étonnerait pas, oui, que ça arrive progressivement. Déjà, quand il y a des personnalités comme les Miss France qui commencent juste à assumer leur vote en public, etc. Après, je sais pas s'il y a une stratégie particulière derrière, je pense pas. Je pense plus qu'elle voulait dire ce pour qui elle votait. Bon, tout le monde lui est tombé dessus. Mais oui, ça commence, donc ça ne m'étonnerait pas que les prochaines élections, il y ait beaucoup plus de soutien dont on s'attend pas forcément. Ouais. Bah, typiquement, là, pour Trump... C'était Alain Delon qui soutenait Jean-Marie Le Pen. Peut-être, ouais. Mais après, c'était moins affirmé. C'était « c'est mon ami », mais il l'appelait pas à voter pour, donc c'est différent. Ouais, complètement. Que là, ils ont dit qu'ils... Non, là, ils ont pas non plus dit qu'ils appelaient pour. Parce que, par exemple, je me souviens, dans l'élection de 2016, il y avait beaucoup de stars qui avaient vraiment appelé à voter Clinton. Il y avait genre Madonna, Miley Cyrus qui avait vraiment dit votez Clinton pour sauver les États-Unis, je vous en supplie, il faut voter, etc. Ouais. Alors que dans l'autre sens, ils font pas ça. Je crois pas que c'est plus discret. Ouais, Mike Tyson n'a pas dit votez Trump, il va sauver l'Amérique. Non, mais il a montré son soutien. Ouais. C'est ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà très nouveau. Cette année, je crois que le plus gros soutien en termes de star de Kamala Harris, c'était Taylor Swift. Ok. Elle a énormément voté pour... Enfin, incité à voter pour elle. En termes d'impact, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup parce que en fait, la cible de Taylor Swift, ça reste des gens qui n'ont pas le droit de vote encore aux États-Unis. C'est à 18 ou 21 le droit de vote aux États-Unis? Je crois que c'est 21 ans. Ah ouais, ça je pensais pas. Mais c'est logique vu que c'est déjà comme ça pour l'alcool. Ouais, exactement. Ouais, donc on continue les étapes. Ouais, gouvernement Trump. Il a annoncé quasiment les postes, je pense, à tous les postes clés. Hein. C'est marrant parce que dans l'ancien podcast qu'on a quand même fait il y a pas mal longtemps avant les élections, on disait il faudrait quelqu'un qui, en France, genre vraiment un peu un businessman rat, qui coupe tout dans les budgets français, enfin pas qui coupe tout, c'est-à-dire... parce que du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais pas très bien, parce que du coup, ils coupent des trucs qui touchent vraiment des familles précaires, etc. Mais je pensais surtout aux dépenses inutiles de l'administration. Oui. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire aux États-Unis. Je sais plus comment ils l'ont appelé le gouvernement exact, c'est ils l'ont appelé Dodge. Ah ouais? Ouais. Le Department of quelque chose. Ouais. Et en fait, du coup, le sigle, ça fait Dodge, comme la crypto-monnaie de Musk. Ouais. C'est Musk qui est nommé à la tête de ce département pour couper les dépenses de l'État. Et du coup, le Dodge s'est envolé parce que ils l'ont fait un peu exprès, quoi. Bah oui, évidemment. Mais ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Parce que autant je suis pas pour... par exemple, là, ce qui se passe en France, vu qu'ils ont un résultat qui est catastrophique, petit exemple, ils ont dit que maintenant, les personnes qui, par exemple, se font opérer ou sont malades, elles ont besoin de taxis pour les amener et les ramener à l'hôpital. Et ça va plus être financé. Donc là, les taxis font grève parce que, du coup, avec ce système, ils ont bâti tout un système économique dessus parce que ils amenaient des personnes malades, ils se faisaient rembourser par l'État. Je suis pas forcément pour qu'on l'enlève parce que ça peut vraiment toucher des personnes qui ont besoin de soins et qui sont en zone rurale et elles n'ont pas de quoi payer un taxi parce que payer 1h30, parce que parfois les hôpitaux, quand c'est spécialisé et tout,
dois vraiment te déplacer 1h30 aller, 1h30 de retour, 3 heures de taxi, ça chiffre. Puis même dans les campagnes, hein, sans parler d'hôpital spécialisé, parfois, pour certains... Ouais, totalement, c'est à 30 minutes. Ouais. Même plus. Donc, ouais, je suis pas forcément pour, mais après, si c'est pour simplifier l'administration, parce que en fait, les gens se rendent pas compte à quel point, quand tu gères mal une entreprise, déjà à toute petite échelle, regarde notre entreprise, si on se met à pas regarder les coûts des gens qui travaillent, qui embauchent des gens qui travaillent, qui supervisent des gens qui n'ont pas à être supervisés, qui pourraient faire le travail eux-mêmes, en fait, tu te retrouves avec des coûts exponentiels qui servent à rien. Ouais. Et un État, c'est pareil, finalement, tu as des employés, donc on appelle fonctionnaires, mais c'est comme des salariés d'entreprise. Et du coup, tu peux facilement, dans le budget qui est alloué à ton administration et à son bon fonctionnement, tu peux mais tellement facilement envoyer le tiers ou la moitié par la fenêtre, juste parce que c'est mal ficelé, c'est mal structuré, et que personne, ça fait tellement des nœuds que personne ose vraiment défaire ses nœuds. Et en fait, c'est pas bien ou mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des personnes qui vont trinquer comme quand on coupe des services sociaux, mais c'est juste de l'optimisation et du bon fonctionnement. Et donc on va voir ce que fait Musk. Ouais. Il l'a déjà fait pour ses entreprises. On va voir ce que ça donne au sein de l'État. Mais je pense que ça risque d'être très différent de ce qui est fait en France actuellement. Ouais, complètement. Tu penses à d'autres personnes qui ont été désignées par Trump pour des postes clés Kennedy, ils l'ont mis à la santé. Ouais. Et je crois que Trump lui a dit en gros, tu t'attaques à tout, tu t'attaques à Pfizer, tout ça, mais tu touches pas aux pétroliers. Ah ouais? Ouais. Donc il va s'en prendre à Pfizer. Est-ce que Kennedy, pendant le Covid, était anti-vax à 100%? Totalement. Je sais pas si tu veux raconter un petit peu toutes les positions qu'il a prises pendant le Covid. Je les connais pas vraiment, ces positions. Je sais juste qu'il a été anti-vax et qu'il militait contre le vaccin obligatoire, contre le confinement, etc. Donc là, il va fliquer Pfizer, toutes les industries autour du Covid. Ouais. Je crois que c'était Fauci qui était responsable pendant le Covid sous le gouvernement Trump. Et je pense qu'il a vraiment Fauci dans son viseur. Mais après, voilà, il lui a dit, tu peux faire ce que tu veux, mais touche pas au groupe pétrolier, parce que Trump a aussi été élu en partie grâce au groupe pétrolier. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que souvent, on pense au soutien des banques. On dit, la finance, elle manipule tout. La finance, c'est vrai, la finance est hautement puissante. Mais il y a d'autres lobbies. Mais il y a aussi le lobby du pétrole qui est super fort. Ouais, complètement. Il y a aussi Vivek qui a eu un poste. Je me souviens plus dans quel parti il a été. Quelque chose. Je crois qu'il est avec Musk. Il est avec Musk. Ils sont tous les deux pour couper les coûts. Au département pour couper les coûts, ouais. Ok. Ils sont tous les deux. Vivek, je me souviens pas son nom de famille. Je l'ai plus non plus. C'est un nom un peu indien. Ouais. C'est un nom indien. Qui était aussi qui est un milliardaire qui voulait être investi dans le camp des Républicains, mais qui n'a pas du tout, du tout raisonné autant que Trump. Du coup, voilà, mais du coup, il s'est rallié à lui, il le soutient. Voilà, il a vraiment nommé des... Enfin, c'est la première fois que je connais vraiment des... Enfin, que je connais. Je vais pas manger avec eux, mais les noms me disent quelque chose. Parce que généralement, quand ils font leur gouvernement, c'est les personnes politiques américaines, tu les connais pas. Ouais, complètement. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'ai en tout cas juste hâte de voir ce que ça va donner, notamment avec Musk. En plus, je pense qu'on a tous l'exemple en tête de quand il a repris Twitter, ce qu'il a fait pour... Il est arrivé avec un lavabo. Oui. Pour dire qu'il allait tout passer au Karcher. Donc il a vraiment fait le choix à l'américaine et couper les coups de Twitter comme peut l'imaginer. Donc j'ai hâte de voir comment il va agir pour le gouvernement américain et les administrations. Ce qui est chiant, c'est que il a sorti Twitter de la bourse. Ouais. Du coup, on sait pas en fait ce que ça donne. Il y a plus de... Enfin, c'est plus flou. Ouais. Il y a pas mal de sociétés en fait qui sont même pas en bourse à Musk. Et c'est dommage parce que du coup tu peux pas les suivre.
Oui, c'est vrai. Et du coup, il se dit un peu tout et son contraire. Il y en a qui disent ouais, mais du coup, Twitter, ça va être incroyable, il est en train de capitaliser sur plein de points. Il y a beaucoup plus de personnes qui passent. Enfin, pas, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais en tout cas, les personnes y passent plus de temps, etc. Ça devient le média incontournable. Il y en a d'autres qui disent oui, depuis qu'il a viré plein de gens, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de contrôle, comment ils appellent ça là. C'est la modération, non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y en a qui disent que. En gros, ça va beaucoup mieux, ça va être le média du siècle. Et d'autres qui disent qu'au contraire, du coup, il n'y a pas de modération, c'est n'importe quoi, et du coup, ça va couler. Il y a des concurrents qui se forment, mais pour l'instant, ils ont très peu d'utilisateurs. Enfin, ils disent, c'est exceptionnel, on a eu tant d'utilisateurs en plus, mais ça reste infiniment petit par rapport à Twitter, qui s'appelle X d'ailleurs maintenant. Donc voilà, on ne sait pas, on verra. Et est-ce que tu penses que le fait que Musk ait Twitter et soutenu Trump, ça a aidé? Le fait qu'ils aient ce média-là un peu sous le coude, entre guillemets. Je pense qu'il l'a même acheté pour ça. Tu penses que... Ah ouais? Ouais. Parce qu'il a fait son soutien officiel à Trump après sa tentative d'assassinat. Mais ça se voyait qu'il soutenait avant, ouais. Et je pense que le fait que Trump se fasse bannir de Twitter, le fait que les milliardaires, à un moment, quand ils sont malins, ils investissent dans des médias pour influencer. Ouais, bien sûr. Je crois qu'on pourra montrer la carte des médias en France. Et ça, c'est vraiment tous les mêmes... J'avais appris ça quand j'avais 14 ans. Je crois que c'était plutôt la France Insoumise qui s'appelait pas la France Insoumise à l'époque, mais qui l'avait dénoncé. Et c'était repris maintenant par le Rassemblement National, le RN. Et du coup, oui, si on montre la carte, il y a assez peu de milliardaires, mais qui investissent dans les médias, sachant que c'est pas rentable. Ouais. Donc c'est pour avoir de l'influence. Et c'est une stratégie de business, donc il y en a qui la critiquent. Et Musk, lui, qui est assez avant-gardiste, s'est dit non, je ne veux pas acheter un média, parce que ça se fait en France, mais ça se fait aussi aux États-Unis. Il s'est dit non, je ne vais pas acheter le New York Times ou j'en sais rien. Un média traditionnel. Un truc traditionnel, une chaîne de télé ou une radio. Je vais acheter un réseau parce que c'est le futur. Et je pense qu'il s'en est pris à Twitter, X, parce que c'était le réseau qui était le plus en déclin. Il perdait de l'argent tout le temps. Les autres, ils sont soit dans le groupe Meta, soit TikTok, il n'avait aucune chance, c'est chinois. Je vois pas ce qu'il aurait fait de TikTok. Ça n'aurait pas fonctionné cette histoire. Insta, c'est dans le groupe Meta. Thread, c'est Meta. Son Thread a été créé pour concurrencer Twitter, Facebook. Ouais, non, il n'avait pas énormément de choix non plus. Hein. Non, donc je pense qu'il s'en est pris à... J'aimerais beaucoup savoir ce qui devient le média de Donald Trump d'ailleurs. Il avait... Ouais. Mais justement, je crois que Trump, du coup, peut pas trop parler sur Twitter. Parce qu'en fait, pour créer Truth, il a fait des... Il a signé des documents officiels qui disaient que, du coup, il devait publier sur Truth pour se faire financer. Et qu'il devait mettre du temps à publier sur Twitter après. Et que... pour pas concurrencer son média. C'est ça, sinon personne ne va sur Truth, tu vois. Parce que c'est le média de Trump, c'est fait pour écouter Trump parler. Donc s'il se barre, il n'y a plus d'intérêt. Ouais. Et du coup, s'il vient à cet accord, il doit rembourser, je crois, des centaines de millions. Aux actionnaires? Ouais. Ah ouais. Donc du coup, il a un peu coincé, quoi. Mais je crois qu'il parle sur Twitter, mais moins qu'avant. Bah oui, bien sûr. Mais j'en ai jamais trop entendu parler de Truth. Mais ça avait fait un peu un boom. Il n'y a que des fans de Trump, non? Bah oui, je pense. Je sais même pas comment ça fonctionne, genre n'importe qui peut s'inscrire, c'est payant, ou c'est vraiment genre un réseau social classique. Je sais même pas si c'est disponible en France. Je sais pas du tout. À creuser. À creuser. S'il y a des amateurs de Truth dans les commentaires, si vous l'utilisez fréquemment, racontez-nous un petit peu. Ok, super. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de nos petites élections américaines. Il y a quelques faits aussi intéressants. Sur les élections? Ouais, quelques petites stats qui sont intéressantes, je trouve, notamment pour analyser, mais aussi académiquement parlant, c'est intéressant. À Manhattan, donc le quartier le plus prestigieux de New York, 82% des voix sont allées à Kamala Harris. 82? Ouais. Quoique, en fait, c'est pas étonnant, c'est un peu la même chose dans les villes françaises. Ouais. Quand Emmanuel Macron a été élu face à... C'était autant. Genre dans le
Est-ce qu'il y a des arrondissements à Paris où c'était genre 82% Macron? Moi j'ai des souvenirs où c'est il y avait sûr. du 80%. Ouais, c'est sûr. Dans les grandes villes, Lyon, Paris. Ouais, c'est pas étonnant. Donc voilà, c'est vraiment pour parler de la fracture entre ruralité et les citadins. Et aussi forcément des classes sociales. Ce qui est surprenant aussi, c'est que Trump a nettement augmenté sa cote de popularité chez les Afro-Américains, chez les Latinos, ainsi que chez les femmes. Sachant qu'en 2016, voilà, il était décrié comme le raciste, le misogyne. Là, du coup, il y a beaucoup plus de femmes, d'Afro-Américains qui ont voté pour lui. Je crois même, si je dis pas de conneries, qu'il a remporté le vote afro-américain et qu'il n'était pas très loin d'obtenir le latino. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu peux faire des stats par ethnie, ce qui est interdit en France. En France, tu peux faire des stats par religion, tu peux faire des stats par ethnie. Un autre fait intéressant, c'est les 4 tentatives d'assassinat, parce qu'on retient souvent qu'il y en a une ou deux, mais rare. Même moi, je fais des recherches, j'ai découvert ça, j'avais pas vu les 4 passer, entre guillemets. Et du coup, ça fait de lui un peu l'homme providentiel. Les États-Unis croient beaucoup en la destinée manifeste, l'homme providentiel, le super-héros, Superman. Donc le fait qu'il ait échappé à 4 tentatives d'assassinat, ça a beaucoup parlé à l'imaginaire américain. J'ai trouvé des stats sur le vote selon par minorité, ils appellent ça, sur les échos. Sur latino-américaine, en 2024, Trump a récolté 42% des voix des latino-américains. Ok, donc ouais, ça reste moins. Ouais, et afro-américain, ça reste très bas. Il a quand même doublé comparé à 2020. Ah oui, ok. C'est ça, la stat impressionnante, c'est qu'il a doublé, mais c'est pas... Ça reste très bas. En 2020, c'était 8%, et du coup, il a fait 16% en 2024. Mais bon, ce qui reste énorme. Il a quand même doublé, mais ça reste très bas comparé à Kamala Harris, qui du coup a récolté 83% des votes afro-américains. Et chez les femmes, t'as la stat? Non, j'ai juste par origine, là. Ils ont fait latino-américain, afro-américain. Ok. Sur les échos. Petit débat. Allez. On reste un petit peu sur la tendance américaine. Pour ou contre les armes? Déjà, je trouve qu'il y a un point qui est super important quand on parle des armes aux États-Unis, c'est qu'il faut prendre en compte leur constitution et les amendements. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment... On se rend pas compte à quel point les amendements pour les Américains, c'est très important. Ouais, en France, la 5e constitution, oui, ça fait qu'il y a un président, un premier ministre, mais c'est pas... les Français, ils sont pas attachés. C'est-à-dire qu'elle pourrait changer, certains seraient tristes parce que c'est De Gaulle qui l'a créée, etc. Mais ce serait pas un drame. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible d'enlever les premiers amendements aux Américains. Ils sont beaucoup trop attachés. Et je crois que le deuxième amendement est justement sur le fait de la liberté et de pouvoir détenir une arme. Ouais, totalement. Je n'ai plus la formulation exacte, mais je trouve que pour commencer ce débat, c'est hyper important à prendre en compte. C'est pour montrer à quel point c'est ancré dans leur culture. Ils en sont au stade où ils l'ont inscrit en 2e position dans leur constitution. Super intéressant les amendements aux États-Unis. Tu veux qu'on regarde genre les premiers? Ouais. C'est que le 2e amendement, c'est le droit à chacun de posséder une arme. Le premier, c'est protège la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de presse, ainsi que le droit de se réunir et de pétition. 2e, protège le droit des citoyens de posséder et porter des armes et de former une milice. C'est drôle, ça aussi. Attends, la 3e, c'est encore sur les armes? Non, ça c'est la 2e. Ouais. 2e, en fait, ils peuvent donc porter des armes, mais aussi former une milice. Donc ça, c'est très drôle qu'il est noté dans leur constitution. La 5e, c'est le droit de garder le silence si tu es accusé, je crois. Attends, je les prends tout de suite. 3e, interdit le cantonnement forcé des soldats en temps de paix. 4e... pour éviter un coup d'état, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. 4e, interdit les perquisitions et saisies déraisonnables et énonce les dispositions relatives au mandat de recherche fondées sur des motifs probables. 5e, garder le silence. Énonce les règles de mise en examen par le grand jury et l'expropriation. Je sais pas, je pense que ça regroupe les amendements, ça regroupe des choses. C'est-à-dire qu'un amendement, c'est plusieurs règles. Et du coup, si tu es en procès, tu poses une question à laquelle tu veux pas répondre, tu peux invoquer un amendement, mais c'est un groupe en fait de règles. Ouais, parce que, par exemple, si tu regardes le procès d'Epstein, qui est public, etc., tout le temps, il invoque le 5e amendement. Tu vois, avez-vous fait ça, et à chaque fois, il dit j'invoque mon droit. Je crois que c'est le 5e, mais...
Mais oui, enfin tout ça pour revenir que le deuxième est hyper important. Ah, Ce qui est très différent aux États-Unis par rapport à la France, parce que les Français comprennent vraiment pas pourquoi il y a ce débat aux États-Unis. Je pense que c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui. C'est déjà un sujet qui tombe très souvent, que ce soit à Sciences Po ou dans des grandes écoles d'élite. Souvent, quand il y a un sujet en anglais, ça va être sur un fait actuel. Donc, ça peut être sur l'éducation britannique ou américaine. Et souvent, ça peut tomber sur les armes. Et du coup, nous, on entraîne souvent nos élèves. Et moi, j'ai une théorie, c'est que ceux qui ont les personnes intelligentes et ou cultivées peuvent défendre un point de vue qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire, si tu demandes à quelqu'un d'intelligent et ou cultivé, imaginons, il est contre les armes, il est pacifiste, il veut pas entendre parler de violence, vraiment. Tu lui dis, défends la cause des armes pour le jeu, et ben il va y arriver avec beaucoup de minutie, beaucoup d'argumentaire. Il va pas y aller en mode hypocrite. Et en fait, je trouve que c'est très laid la mauvaise foi, que ce soit dans le camp ou dans l'autre. Énormément de personnes, parce qu'ils pensent une idée, si on leur demande de défendre l'autre, ils vont dire mais c'est indéfendable, il n'y a que les débiles, et ils vont prendre vraiment les phrases qui sont dites par les débiles, sauf qu'en fait des débiles, il y en a dans les deux camps. Typiquement dans les pro-armes et contre-armes, c'est des gros débiles qui vont dire mais oui, faut qu'on ait des armes, parce que comme ça on peut aller chasser, et en fait tu te rends compte qu'ils respectent pas les règles de la chasse, ils boivent, j'en sais rien. Et de l'autre côté, tu vas en avoir pareil qui ont des arguments débiles, qui vont dire oui mais si tout le monde a des armes, tout le monde va se tuer. Tu vas voir des choses qui ont pas d'arguments, de statistiques, tout ça. Et dans les deux camps, tu auras aussi des argumentaires de l'intelligence. Et je pense que quelqu'un qui est intelligent et cultivé, il sait se mettre dans les deux positions et trancher, il peut avoir son avis, mais il n'utilise pas la théorie de l'homme de paille qui est de prendre le pire argument de l'adversaire ou de jouer l'adversaire débile pour dire que son point de vue est le vrai. Et voilà, tout ça pour dire qu'en tant que Français, on a toujours envie de prendre le débile américain qui défend les armes et de dire regardez comme il est con, donc je vois pas pourquoi le débat se pose, il faut pas d'armes. Je pense qu'il faut avoir vraiment l'intelligence tout en ayant son avis. Par exemple, si quelqu'un est contre les armes, de se dire ok, je me mets quand même à la place, parce qu'aux États-Unis, c'est plus de 50% de la population qui est favorable. Donc de se mettre à la place et de vraiment comprendre leurs arguments. Beaucoup de nos élèves ont les arguments pour ceux qui défendent le fait de limiter les armes. Ouais. Mais très peu ont les arguments de l'autre côté. Donc ceux qui veulent conserver le port de l'arme, etc., etc. Je pense que ça peut être intéressant de les énumérer. D'abord, les arguments pour légiférer et empêcher les personnes d'avoir des armes. Pour toi, ce serait quoi les arguments qui font qu'on devrait interdire les armes, soit en France, aux États-Unis, partout? Donc là, l'objectif, c'est de trouver des arguments pour limiter les armes aux États-Unis. Tu milites contre les armes pour les faire interdire. Qu'est-ce que tu dis comme argument? Il y en a beaucoup qui défendent le fait que c'est très dangereux pour les enfants, parce qu'en fait, beaucoup d'armes sont à disposition et ne sont pas forcément sécurisées dans les maisons. Ouais. Ce qui fait en fait que beaucoup d'enfants peuvent j'ouvre une porte et je peux prendre le fusil et l'arme de mon père, ma mère, qui est un peu en libre accès. Après, dans quelle mesure c'est vrai et c'est le cas aux États-Unis, j'en sais rien. Peut-être que c'est très protégé. Mais les personnes qui veulent limiter les armes vont utiliser cet argument de sécurité pour les enfants. Parce que dans un foyer, avoir une arme qui n'est pas protégée dans un coffre-fort avec un code, un cadenas, et parfois, voilà, certains... Même les armes, je pense qu'elles sont difficilement actionnables par les enfants, par contre. Oui, complètement, mais ça reste un argument qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, il y a quoi chaque argument, il y a le contre-argument. Il y a aussi, par exemple, l'argument de... beaucoup vont dire, si une personne, quelqu'un de dangereux, etc., veut tuer, du coup, il a beaucoup plus de facilité à avoir une arme, parce qu'aux États-Unis, c'est facile d'en acheter une, etc., etc. Le contre-argument de ça est que, finalement, si tu veux tuer, une arme ou pas, tu trouveras un moyen de tuer, quoi. Donc, tu peux prendre un couteau, une scie... mais que c'est plus facile avec une arme à feu, parce que t'as juste à tirer. Alors qu'avec un couteau, ça serait plus difficile. Ouais, complètement. C'est les deux arguments que j'ai en tête. T'en as d'autres ? Oui, les fusillades.
que tu vois, avec un couteau, tu vas peut-être arriver à tuer 2 ou 3 personnes, mais si t'as, je sais rien, une Dans les Kalash, écoles. un K-47, peu importe, bah forcément, tu mitrailles, tu vas tuer beaucoup plus de personnes. Donc ça crée une amplitude et une marge de manœuvre pour les fous. C'est vrai. Donc voilà, il y a cet argument-là. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus qui est régulier tous les mois, mais on entend assez régulièrement, 1 à 2 fois par an, je pense, voire même plus. Il y a eu une fusillade dans X école aux États-Unis, dans telle université. Ouais. L'argument, je pense aussi de l'insécurité, que les gens se sentent peut-être plus safe quand les armes sont interdites. Après, ça, du coup, quelqu'un qui est pro-armes te répondrait que les méchants peuvent avoir des armes, ils se procureront sur le marché illégal, peu importe, et que donc les gentils, entre guillemets, doivent aussi être armés pour les arrêter. Je crois qu'il y a un autre argument de ceux qui sont contre les armes, qui vont dire qu'il y a quasiment personne qui arrive à se défendre Avec une arme. avec une arme. Les stats sont très basses, je crois. Je sais que Trump avait fait parler de lui en 2016 justement parce qu'il avait dit que si lui il avait été au Bataclan, il aurait sorti son pistolet et il aurait tué les terroristes. Je sais plus s'il a dit moi j'aurais sorti mon flingue, je l'aurais tué, ou si c'est passé aux États-Unis, il y aurait quelqu'un qui aurait sorti son flingue, qui l'aurait tué, et que en gros il n'y aurait pas eu de souci. Et argument donc pro-armes, on a comme tu as dit le second amendement qui en fait va plus loin parce que en fait les amendements sont faits enfin, la finalité vraiment des amendements, c'est de protéger la démocratie et la société américaine. Ouais. Et donc, ceux qui sont pro-armes soutiennent que la différence entre les Américains et les Français, je trouve aussi, c'est que les Américains ont vraiment conscience et qu'à tout moment, le gouvernement peut se retourner contre eux. Il y a moins cette méfiance en France. C'est-à-dire qu'on critique nos gouvernants. En France, il y a plein, ils te diront oui, lui, il est incompétent, lui, il faut rien, il fait mal son travail. Mais aux États-Unis, il y a vraiment cette conscience collective que le gouvernement, à tout moment, peut devenir une dictature ou abuser de son pouvoir. Il peut devenir tyrannique. Voilà, c'est ça. Et ils ont vraiment cet imaginaire autour de 1984, de George Orwell. Voilà, ils se sont tous mis dans la rue quand il y a eu l'affaire Snowden, etc. Donc, pour eux, avoir des armes, c'est la capacité aussi de se révolter contre le gouvernement s'il y a des dérives. Et du coup, c'est hyper important pour eux, parce qu'ils déterminent que l'armée est armée, et que du coup, le gouvernement a un énorme moyen de pression sur eux, que l'armée, c'est très bien parce que ça permet de les défendre contre une menace étrangère, que l'armée peut aussi être une menace pour les civils, et que donc les civils peuvent être armés, comme tu as dit, pour faire une milice, et pour s'opposer en fait à leur propre pouvoir. Et c'est très ancré chez les Américains, et une grande partie d'eux défendent les armes parce que les armes sont pour eux comme une action sur le gouvernement américain. C'est-à-dire que quand on va acheter des actions en bourse, imaginons on veut l'action d'une société, pour les Américains, posséder une arme, c'est d'avoir une action du gouvernement américain. Ouais, une sorte un peu de contre-pouvoir. Ouais, il y en a beaucoup qui le voient comme ça, ouais. Et il y a l'argument, j'avais vu justement de ceux qui étaient vraiment à l'extrême pro-armes, qui disaient une dictature, quand elle s'installe, elle supprime les armes et les livres. C'est très présent, parce que là en France, on peut se dire oui, mais c'est très présent chez les Américains. Et puis évidemment, dans les arguments pour le port des armes, il y a le fait que s'il y a un danger, ils sont en sécurité. Il y a aussi l'aspect juste que certaines personnes peuvent être dissuadées de faire parce que tu sais que dans cette maison, il y a des armes, etc. Donc le côté un peu dissuasion. Ah, tu veux dire, il y en a qui vont dire j'ai pas à aller braquer cette maison parce que peut-être qu'ils sont armés. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je pense que ça peut marcher, mais par contre, j'y crois pas trop à l'argument qui dit que du coup, ça va éviter des combats de rue. Tu vois, genre par exemple, tu klaxonnes, les tensions montent, et tu vas dire je vais pas en coller une avec cette personne parce que peut-être il est armé. Je pense que les gens, ils réfléchissent pas assez. Ils sont trop impulsifs. Ouais, complètement.
il y a un argument que je comprends pas, c'est celui de la NRA. Donc la NRA, c'est le lobby pour les armes aux États-Unis. Justement, c'est l'argument dont on a parlé que, en gros, si tu veux tuer, tu peux tuer. Et si t'as pas de fusil, tu prendras un couteau. Du coup, je comprends pas pourquoi c'est un point pour les armes. Genre en mode, oui, prendre un fusil, un couteau, peu importe, du coup, on a le droit de vendre des armes. Je comprends pas la logique. Je pense que c'est plus. En gros, laissez-nous faire vendre des armes, parce que ça changera rien au taux d'homicide. Parce que si quelqu'un veut tuer, qu'il ait une arme ou pas, il le fera. C'est-à-dire qu'eux vendent des armes. Ouais, donc ils vont dire il y a les points positifs, mais les points négatifs que vous parlez, ils n'existent pas. Je vends des armes, vous voulez me limiter de vendre des armes parce que vous me dites qu'il y a X% d'homicides à cause de cela. Moi, je vous dis que même si j'en vends 2 fois plus, il n'y aura pas 2 fois plus d'homicides, parce que si quelqu'un veut tuer, qu'il ait une arme, un couteau, une scie, une tronçonneuse qu'il veut, il le fera. Ok, ouais, je vois. Je pense que c'est tourné comme ça. C'est la manière dont je l'interprète en tout cas. Il y a toujours des contre-arguments, mais je pense qu'il faut vraiment retenir, pour la question de ceux qui sont pour le port des armes, s'il y a une chose à retenir, c'est le deuxième amendement des États-Unis qui reconnaît le droit de posséder et de porter des armes aux Américains. Ouais, parce que... Donc ça c'est vraiment, s'il y a un argument à retenir, c'est celui-là. Parce que je crois que la Constitution américaine, il y a eu plusieurs dates clés, la Constitution. Et il y a les 10 premiers amendements, qui s'appellent de Bill of Rights, et c'est les 10 premiers, et c'est le numéro 2. Donc c'est vraiment les 10 plus importants aux États-Unis qui ont été créés, et donc je pense que si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Et c'est juste en termes aussi de scolaire, comme tu le disais, vous êtes sur une épreuve d'anglais, un oral ou autre, sortir le deuxième amendement, la Constitution de Bill of Rights des États-Unis, etc. Alors ça en jette. Ça montre que vous avez de la culture générale, que vous savez faire des liens, etc. Donc c'est très facile à retenir. Bill of Rights, deuxième amendement, port des armes des Américains. Retenez-le, parce que je pense qu'en termes scolaires, ça peut vraiment vous servir. Ouais, totalement. Et pour finir sur les élections américaines, est-ce que tu penses qu'il y a un Trump français qui existe en France? Et si oui, qui pourrait être le Trump français? Non, je vois personne et j'y crois pas. Je pense pas qu'il y aura un Trump français un jour. Ouais. Je suis très sceptique. Trump est si américain. Oui, déjà. Par définition, c'est l'américain typique. Donc en France, c'est typiquement un personnage qui serait détesté de tous. Ouais, vraiment. De danser dans des campagnes. Il joue au golf, il porte des casquettes, il mange chez McDo, il aime le coca. Et puis juste, de base, c'est un businessman. Ça, la France se détesterait ce point de vue-là. Ouais, c'est vrai. Et même les businessmen qu'on a en France, c'est trop old school. Genre, par exemple, Bolloré, il a des idées conservatrices. Ouais. C'est, par définition, un bon businessman. Il fait du profit. Mais il n'est pas du tout comme Trump. Non. Il est un sous-main. C'est pour ça qu'il a envoyé Zemmour. Même le discours de Zemmour, c'est extrêmement différent du discours de Trump, en fait. Ça se rejoint sur certains points, mais il y a quand même des grosses différences. Et même la manière dont c'est fait, c'est beaucoup plus old school. Même en France, j'ai énormément de mal à imaginer, par exemple, un entrepreneur à succès en France, donc qui serait l'équivalent de Musk, qui soit nommé au gouvernement. Ouais. Rien que ça, aujourd'hui en France, ça bloquerait. Tapi, c'est un peu un Trump. Mais, oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Il était sous gouvernement Mitterrand, donc ça marche pas du tout. Ouais, il n'avait pas les mêmes idées. il a fait un débat contre Jean-Marie Le Pen, donc il était plus de gauche. Mais il est plus cet art du show. Ouais, le côté entrepreneurial, où il a commencé de zéro, et puis il a bâti son empire pierre après pierre. Ouais, c'est ça. Il s'est mangé des pelles, comme Trump, il a échoué des trucs, il a monté d'autres business. Ouais. De Villiers, non plus. Pareil, trop old school, en fait. Donc, précise peut-être qui est De Villiers. Oui, il y a 2 frères De Villiers. Donc un qui était général des armées, qui est parti sous Macron. Je crois que c'est Macron qui l'a éjecté, qui a mis un autre général des armées. Et son petit frère, donc lui qui n'a pas cette carrure, parce que le plus grand est vraiment très réputé, parce qu'il est général des armées, c'est pas n'importe quoi, il a servi le pays pendant des années. Mais qui a fait de la politique, ça a pas vraiment montré ça n'a pas porté ses fruits, mais il a fait de la politique avec des idées très conservatrices, proches des idées royalistes et monarchistes, mais du coup ça s'apparenterait pas vraiment à Trump. Et c'est celui qui a le Puy du Fou, donc le parc de spectacle, oui, c'est vrai, qui est très célèbre. Et il y a
très récemment, je crois que c'était l'année dernière, qui a fait un film, premier vraiment, voilà, il voulait... Enfin, en fait, son point de vue, c'est que l'industrie du cinéma est devenue trop de gauche, trop woke, entre guillemets, et que du coup, il voulait faire un film de droite. Et il voulait en fait développer vraiment un pan de cinéma de droite. Du coup, il a fait Vaincre ou mourir, qui est un film qui retrace la révolte des Vendéens. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Révolution française, c'est pas fait en mode bon, prise de la Bastille, c'est terminé, on change de régime. Il y a eu des contradictions, il y a eu des révoltes. Et la plus grande révolte, s'est passée en Vendée, où vraiment il y a des milices qui se sont formées, qui ont quand même eu des victoires sur l'armée républicaine, donc sur l'armée de l'État, du pouvoir en place. Et du coup, vu que le Puy du Fou c'est en Vendée, que De Villiers, si je ne me trompe pas, est un Vendéen, forcément cette histoire lui tient à cœur. Et il a fait du coup un film pour mettre en valeur la révolte des Vendéens et expliquer, parce que tout son point c'est qu'en gros on glorifie la Révolution française, alors qu'au contraire, pour lui, il devrait glorifier ceux qui se sont battus contre, les contre-révolutionnaires. Et du coup on était allé voir d'ailleurs Vaincre ou mourir au cinéma. Et évidemment, il n'y avait pas beaucoup de budget parce que un film, ça coûte. Il n'y avait pas des grandes scènes de bataille. Non, il n'y avait pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de soldats. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. Il n'a pas fait d'autres films depuis. Non, je crois pas. Et franchement, je sais pas quel a été leur budget, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un budget à l'américaine ou un film, un blockbuster, etc. Les scènes sont plutôt sympas. C'est sûr que les films, les scènes de bataille sont loin d'être grandioses, etc. On fait un point sur les prochains films au cinéma qui peuvent être intéressants pour les étudiants. Allez. Et je pense que ça peut être justement intéressant, en tout cas pour revenir sur Vaincre ou mourir, d'avoir... Bon, c'est orienté, c'est orienté plutôt à droite, mais il faut avoir cette culture générale justement pour comprendre. Et ça peut être vraiment intéressant de mettre les deux points de vue en confrontation. Les prochains films au cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup des intéressants. Non, je me souviens plus quels étaient les films. Moi, je sais que j'ai bien envie de voir Calas, qui va sortir en février, avec Angelina Jolie, parce que j'aime beaucoup l'actrice. Je trouve qu'elle est hyper bien choisie dans ce rôle, parce que finalement, elle le partage avec Calas, le fait d'être sous le feu des projecteurs. Ouais. Je pense qu'elle a vraiment cette sensibilité de l'artiste qu'avait certainement Calas. Après, je connais pas tous des détails de la vie de Calas, mais en tout cas, juste physiquement, genre la manière et tout. Enfin, j'ai vu des images, c'est assez ressemblant et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir s'il va y avoir un bon scénario, si ça va vraiment être... Je pense que ça va être un film, surtout, qui joue sur les émotions. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça et j'espère qu'il sera comme ça. Qui vraiment sera déclencheur d'émotions par rapport à l'art, tout ça. Mais je sais pas si ça va arriver. En février 2025, la sortie Ouais, c'est ça. Tiens, grosse déception. Tu allais voir Joker 2, toi aussi? J'allais parler des films qui sont sortis, j'allais parler Gladiator et Joker. Ouais. Le 1, Joker 1, il fait partie de mon top 3 de films préférés. Ouais, il est incroyable. Vous le voyez, je pense, il y a un tableau juste ici du Joker. On a fait un fond un peu sur le cinéma. Avec Angelina Jolie aussi, d'ailleurs. Oui, c'était vraiment l'un de mes films préférés en termes de qualité d'image, de beauté des scènes, de scénario, de répliques, etc. Enfin, vraiment, l'un de mes... il surprend la psychologie. Ouais. Aussi. La fin, enfin, tout était mon film préféré, aucun doute là-dessus. Et le 2. Alors, le 2, honnêtement, je m'étais très peu renseignée sur le scénario. Je savais qu'il y avait Lady Gaga dans l'histoire, je savais que ça s'appelait Folie à deux, et donc je me suis dit, bon, elle va jouer le rôle un peu de la folle, et ils iront ensemble. En fait, c'est une comédie musicale dans une sorte d'asile psychiatrique. Enfin, c'est l'enfer sur Terre, ce film. C'est un petit peu Disney mélangé à un film hyper gore, psychologique, d'un taré. J'ai pas du tout... Il était super long. Les scènes n'étaient pas intéressantes. Et les seuls moments qui étaient intéressants, ça pouvait être quand ils étaient au procès, etc. Mais même chose, ça partait en comédie musicale parfois, on savait pas pourquoi.
Puis à la fin, il y a une explosion, tu comprends pas pourquoi, donc il s'enfuit. Enfin, compris. désolée, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais vous loupez pas grand chose. C'est vrai qu'on n'a pas dit les spoilers. On mettra une petite alerte. C'est pas la première fois, en plus on a spolié... on n'a pas spolié Vaincre ou Mourir, mais on a spolié 3. Bon bah, désolée pour ceux qui ne Désolée. les avaient pas vus. On arrête, à partir de maintenant c'est fini. Ou on prévient. Mais ouais, grosse déception. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je pensais pas que la déception pouvait être telle. D'un si bon film, faire un film aussi mauvais en numéro 2. Ouais, moi non plus. Je suis allée le voir avec toute innocence. Bah surtout qu'on s'attendait au film de l'année. Bah, je pensais que ce serait pas aussi bien que le premier, parce que le premier était vraiment bien. Mais dans la continuité Mais malgré non, tout. Je m'attendais pas à ça. Ouais, le côté comédie musicale, il a achevé le film. Gladiator 2, je l'ai pas vu. Non, moi non plus. Mais pareil, le 1 est tellement bien que je vois pas... Et puis tu sais, bon, on va pas spoiler, mais la fin, c'est la fin, tu vois. Tu peux pas faire un 2. Ouais. Je sais pas comment tu peux faire un 2. Bah surtout que là, avec le ressenti qu'on a eu de Joker 2, maintenant je vais avoir peur de tous les films numéro 2. De toute façon, les deux, c'est jamais Toujours des moins bien. succès. Hein. Ouais, mais à ce point-là... Il y a quoi comme deux qui sont bien? Le Parrain 2. Avatar 2. Ouais, mais j'ai l'impression que les films qui ont un 2, c'est les films qui étaient prévus pour avoir un 2. Genre en mode les trilogies. Oui, c'est vrai. Alors, Le Seigneur des Anneaux, bon bah le 1, le 2, le 3. Harry Genre le Potter, 1, il est là, le 2, il est là, le 3, il est là. C'est incroyable. Ouais. Avatar, pareil, c'est un film, je pense, qui a été pensé avec des suites. Ah, tu veux dire les films où normalement il n'y en avait qu'un, ça a tellement bien marché qu'on fait le 2 Ouais, et voilà, là ça se plante. ça marche jamais. En fait, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, bah la fin, elle est au 3. Donc ils font des mini-fins, et t'as pas le but final. Ouais, bien sûr. Alors que dans tous les... c'est pareil, même dans les Disney, enfin le Roi Lion 2, encore je crois que c'est le seul qui a marché, mais sinon tous les deux ils sont pourris. Et pareil, le Parrain, tu vois, il y a une fin à la fin et après c'est des mini-fins. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme 2 qui a fonctionné? Bah, je sais pas, en tout cas en parlant du Roi Lion, il y a Mufasa en live action qui sort bientôt. Et bah je suis curieuse de le voir. C'est hyper important pour vos études. Allez voir Mufasa en live action, vous pouvez pas louper ça. C'est Non, mais ça va en être bien termes de divertissant. beauté d'image, enfin j'avais vu le livre de la jungle en live action justement. Et ça avait été... Bon après l'histoire on la connaît quoi, genre ils ont rien réinventé, tant mieux Ouais, d'un mais côté. tu vas juste pour la beauté, ouais. C'est ça, mais les images sont tellement belles que tu te fais quand même prendre dans le truc du film et c'est assez intéressant, donc par curiosité je serais... Je pense que c'est vraiment un truc à aller voir au cinéma, par contre. Ah oui, Tu le regardes pas sur ta tablette. Ou sur ta télé, Ouais, sinon tu perds tout le charme du film. ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je serais curieuse de voir si ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les lycéens et les étudiants, ils vont beaucoup au cinéma. Faudrait qu'on mette un sondage. Ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous y Ah, allez, à quelle fréquence. Je sais que, du coup, j'ai grandi en campagne. J'allais assez rarement, parce que le cinéma, c'était assez loin. Et par contre, quand j'ai fait mes études en ville, j'allais tout le temps. T'avais le pass des pâtés. Le pass. Par contre, il faut faire des concessions, hein, c'est cher ça. Ah ouais, vraiment. Mais même une place de cinéma dans un pâté gourmand, en fait, c'est super cher. J'ai Mais non, halluciné quand je suis arrivée en ville. C'est 12 ou 15 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais dans mon petit village, je sais pas, c'était 5 euros la place de ciné. Mais bien sûr. Et là, j'y suis allée, donc l'air de rien. Tu prends un ticket, un popcorn ou quoi, mais en fait, c'est le prix d'un restaurant. Ouais, vraiment. Le prix d'un restaurant à 2. Ouais, c'est clair. Ouais, la différence de prix. Là où j'habitais, contrairement à toi, moi, il y avait tellement rien d'autre que le cinéma était hyper populaire parce que c'était genre la seule animation de la ville. Et en fait, c'était la seule entreprise, parce que c'était même pas une entreprise, c'est des bénévoles, encore aujourd'hui, qui travaillent, ils n'ont pas d'employés à temps plein, c'est genre des bénévoles qui bossent pour le cinéma. Et c'est tellement un peu triste et vide, surtout l'hiver, que c'est genre la chose qui marche, et tu peux être sûr que quand il y a des bons films, tu dois aller faire la queue au cinéma et t'es pas sûr de pouvoir rentrer. Et donc c'est ouais, je pense que c'est la seule activité, et du coup les gens s'y ruent au moindre film, s'ils ont entendu parler en plus, etc. C'est bien ça, parce qu'en plus j'étais un petit village, les gens se connaissent et tout, ça fait du lien. Mais c'était trop rigolo, quand j'étais petite et que j'y allais, tu vas voir un film, tu sais que tu vas revoir 50% de tes amis de l'école, ou des activités de la danse ou du tennis, ouais, tout le monde y va. Puis du coup les parents sont ensemble, les petits sont ensemble, tout devant, les parents à l'arrière, c'est très rigolo. Excellent. Ouais. Il y a quoi d'autre comme film? Il n'y a pas vraiment de film comme Oppenheimer. Ouais, non, là c'est dur en ce moment. Je trouve que c'était vraiment un film qui, en même temps, était magnifique,
mais en même temps, il y avait de la réflexion, Ouais. c'était historique, pas tout, mais il y avait vraiment t'apprenais, quoi. Alors, tous ceux qui l'ont pas vu, vraiment Oppenheimer, quelle que soit votre classe, etc. Ah ouais, pour C'est une bonne l'histoire, référence. l'âge de GSP, bourré de références, c'est incroyable. Ouais. Bah, surtout en âge de GSP, vous avez un thème où vous parlez du projet Manhattan. Et en fait, tout le film est constitué autour de ce projet Manhattan qui est le développement de la bombe nucléaire. Et donc, juste pour comprendre, avoir des références supplémentaires, des dates, parce que c'est un film, je pense pas qu'il y ait vraiment de faute historique, entre guillemets. Non, il y a des tiennent... petits arrangements au niveau de la psychologie des personnages, mais pas sur les faits historiques. Exactement. Donc, vraiment, pour tous ceux qui ont la spécialité HGSP, et que vous soyez en première ou en terminale, foncez voir ce film. Il vous sera très utile. Et même pour ceux qui n'ont pas HGSP, juste histoire, si vous avez un sujet, par exemple, qui tombe sur la question du nucléaire lors de la Seconde Guerre mondiale, etc., en termes d'accroche, le projet Manhattan avec Oppenheimer, c'est une super accroche qui, certes, ne sera pas très originale parce que je pense qu'après l'effet de ce film, beaucoup ont dû l'utiliser. Mais encore une fois, si c'est bien amené, il faut faire la différence avec ça. Ils ne pensent pas, les élèves, à utiliser des films. Parce qu'on leur a dit que, en gros, tu as les élèves généralement qui demandent à mettre des films. Tu sais, t'en as toujours un, au fond de la classe, qui dit ah, on peut mettre des films. Et quand la prof lui dit oui, mais il se met à citer Avengers, Harry Potter et tout. Ouais, non, faites pas ça. Et du coup, la prof l'engueule. Et en fait, du coup, tout le monde a peur de citer des films. Ouais. La règle, en fait, c'est que si vous donnez des citations classiques, etc., vous avez le droit, en fait, aussi de citer de la pop culture. Mais si vous citez que de la pop culture, le correcteur peut s'énerver en disant « Ouais, mais il a rien écouté, c'est pas académique, etc. » et vous donne des mauvaises notes. Mais c'est bien utilisé. Il n'y a pas de souci. Et Oppenheimer, oui, c'est un film. Mais il faut être un peu précis. Genre, on ne peut pas dire... oui, il s'est passé ça, comme on le voit dans le film Oppenheimer, que je suis allée voir avec ma tante au cinéma. Je veux dire, Oppenheimer, qui est sorti en 2023, qui a été réalisé par Christopher Nolan, dans telle scène du film, il se passe ça. Et là, on voit, ok, vous avez la rêve, c'est réfléchi, c'est pas juste, ah ben j'ai aucune culture, donc je suis obligée de parler de la série que j'ai vue hier matin, quoi. Ouais, complètement. J'ai une liste que j'avais proposée justement à nos élèves de films, de séries et de livres à voir. Donc les livres, on les avait déjà traités dans l'autre podcast, donc allez voir juste celui d'avant si vous voulez les livres à lire pour vos études. Là, je propose qu'on parle un petit peu des films et des séries qui peuvent être super intéressantes pour la culture générale et pour l'excellence académique. Alors j'ai la liste. Vas-y, propose-en moi. Je te dis s'ils sont dans la liste que j'ai fait aux élèves. Tu proposes soit des films, soit des séries qu'il faut regarder pour ces études. T'as dû mettre le film sur Snowden? Ouais, je l'ai mis je vais te dire, parce qu'en fait, il y en a 21. Ah oui. Et je fais un peu du moins intéressant, moins intéressant. Je l'ai mis en 3e position. Oppenheimer, évidemment. Ouais, je l'ai mis en toute première position. Oppenheimer, on a déjà parlé de pourquoi. Et Snowden, parce que c'est l'histoire vraie d'un lanceur d'alerte. Le film a été réalisé par Oliver Stone, donc il aime bien faire un peu des biopics dans ce genre. Et ça parle donc du lanceur d'alerte Edward Snowden qui est aujourd'hui réfugié en Russie parce qu'il a balancé énormément de travailler en fait pour une branche de la CIA, pas la CIA mais c'est aussi les renseignements, un peu entre la NASA et la CIA, et il a balancé plein de trucs sur les États-Unis qui espionnaient entre guillemets leur propre population, qui respectaient pas forcément les règles sur qui espionnaient d'autres pays, etc. Et du coup forcément quand il a dévoilé ça, s'il n'avait pas fui les États-Unis, il serait certainement en prison à l'heure qu'il est. Enfin, même pas certainement, c'est sûr. Même peut-être qu'il aurait tout simplement disparu, à mon avis. Je pense qu'il ne serait pas passé par la case prison. Je pense que ce genre de truc, les États rigolent pas. Je pense que quel que soit l'État, je ne serais pas sûre à 100%. Ça dépend qui est au pouvoir, qui est aux manettes. Parce que parfois il y a des gens, par exemple le directeur de la CIA, on ne sait même pas qui c'est. Mais je pense que selon qui dirige, qui prend les décisions, peu importe l'État, enfin il y a des pays c'est sûr, des pays c'est sûr tu disparais, il y a des pays démocratiques où il y a des grands risques quand même, que tu dévoiles des choses comme ça, tu passes pas par la case prison. C'est clair. Donc il a pris beaucoup de risques et du coup ça raconte son histoire, comment il en est arrivé à travailler justement pour les renseignements secrets américains.
ce qu'il a dévoilé et comment ça a évolué, comment il a lancé l'alerte. Super intéressant. Dans la même veine, j'ai mis Pentagon Papers, qui était réalisé par Steven Spielberg, que vous devez tous connaître, il a fait Les Dents de la Mer. Et il a fait aussi des choses plus sérieuses comme Pentagon Papers. Là encore, vraie histoire avec Tom Hanks, qui parle d'un conflit qu'il y a eu entre le président Nixon, je sais pas de conneries, Watergate c'est Nixon, et le New York Times. Non, pas le New York Times, c'est le Washington Post. Enfin, les deux ont été mêlés, le New York Times et le Washington Post, et c'est par rapport à la guerre du Vietnam. Donc pareil, quelqu'un a lancé l'alerte, l'État a fait pression sur la liberté d'expression, sur les journaux, et au final, vous verrez ce qui se passe, je vous spoil pas, mais hyper important pour la culture générale, peu importe votre classe et peu importe ce que vous visez. Ah oui, des grands classiques aussi, peu importe votre classe, que vous étudiez, La liste de Schindler, La rafle du Veldiv et La vague, avec un gros coup de cœur pour La vague. Je sais qu'on l'avait vu au collège, nous. Ouais. C'est super intéressant parce que c'est une vraie étude qui a été faite en Allemagne, où un professeur en Allemagne a posé la question à ses élèves. Il a dit: est-ce que vous pensez qu'un régime totalitaire est encore possible en Allemagne? Et là, tous les élèves ont dit: bah non, on est trop prévenus. Enfin, déjà, en Europe, il y a cette... on nous moralise à ça, on nous éduque à ça. Donc imaginez surtout en Allemagne, là où ça a vachement dérapé. Et il dit: ok, pas de souci. Et en fait, il se met à faire une expérience qui s'appelle La Vague, qui reprend tous les codes d'un régime totalitaire. À la base, comment on dit, pas une enquête, un test, une épreuve, je sais plus comment on dit. Ah, une expérience. Une expérience, voilà. À la base, c'était une expérience qui est devenue un livre, qui est devenu un film. Ça s'appuie sur des faits réels. C'est hyper intéressant parce que vous avez plein d'anecdotes et d'étapes, comment finalement on installe un régime totalitaire. Ouais. Et lui, il l'installe dans sa classe. Il crée un véritable mouvement totalitaire dans sa classe. Et vous allez voir comment ça finit. Vous allez voir comment ça finit. Spoil plus. Est-ce que tu conseillerais de voir J'accuse, Charlie? Je l'avais vu. C'est un film intéressant, si on mais pas marqué plus que ça. Et après, il y a toujours la question de est-ce qu'on sépare l'artiste de son œuvre. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, ça a été réalisé par Roman Polanski, qui était accusé d'agression sur une petite fille de 13 ans. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les États-Unis ont demandé à ce qu'il soit rapatrié pour être traduit en justice, et la France l'a protégé et a refusé son expatriation. Ah, je savais pas. Et ben j'ai découvert il n'y a pas longtemps. La France qui avait refusé de protéger Snowden, parce que Snowden avait fait des demandes d'asile dans plein de pays en disant le gouvernement américain, ça va mal se passer. Sauvez-moi. La France avait refusé. Il s'est retrouvé en Russie finalement, lui. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'était en 2019, ça allait expirer, il y avait moyen que la Russie, tu vois, le dégage. Donc il avait refait des demandes, il avait été refusé encore de partout, et finalement la Russie veut la garder. Ouais. Mais voilà, la France a ramené comme... On garde les meilleurs apparemment. Ouais, c'est ça. C'est second degré pour ceux oui. qui ont du mal avec le second degré. The Social Network de David Fisher. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien ce film. Il est vraiment bien, il raconte l'histoire de la création de Facebook. Et c'est bien scénarisé, tu vois, tu te prends vraiment au jeu. Non seulement ça donne des détails sur la création de Facebook, le tour un peu que... Parce qu'on connaît tous Mark Zuckerberg, mais en fait il avait un associé à ce moment-là qui est Eduardo Séverin, qui avait été vachement lésé pendant la création de Facebook. Il y a un autre associé qui est Sean Parker, qui lui est un grand entrepreneur américain, donc aussi à connaître, et les frères Winklevoss, dont Mark Zuckerberg est accusé d'avoir piqué l'idée. À la base, c'est eux qui auraient dû, enfin c'est du si, qui auraient dû fonder Facebook. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est David Fisher, c'est le même réalisateur que Fight Club, et tu te prends vraiment au jeu. Ouais. À ton avis, quelle série T'en as mis combien de séries? J'en ai mis... Est-ce que t'as mis Peaky Blinders? Non, mais j'aurais pu. C'est vrai que c'est intéressant pour voir un peu les communistes. Pas forcément les premières saisons, en plus les... Non, rien dans les premières. Dans les premières aussi? Ben oui, parce que tu sais, ils préfèrent laisser faire les gangsters
et arrêter des communistes Ah, oui. et aussi les indépendants irlandais. Ouais, complètement. Donc ils préfèrent vraiment privilégier les intérêts du pouvoir à vraiment arrêter les communistes et les membres de... Je sais plus comment elle s'appelle, l'IRA. Donc il y a tout un jeu quand même qui se fait, même si c'est romancé, c'est pas l'histoire, ça aide à comprendre un peu les dynamiques. C'est pas la série la plus historique, mais elle est tellement bien que du coup ça se laisse regarder. J'ai pas d'autres idées pour les autres séries. J'ai mis Bodyguard, c'est toi qui l'avais conseillé. Ah oui, c'est vrai tu veux en faire un peu la pub. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si je me souviens bien, ça se passe au Royaume-Uni. Et c'est l'histoire en fait, d'un garde du corps qui, je crois, je me souviens plus, c'est l'équivalent de la première ministre au Royaume-Uni. Je me souviens plus qui l'a sous surveillance. Je crois. C'est une ministre ou une première ministre. Mais c'est vraiment, ça parle vraiment du terrorisme et c'est vraiment fait subtilement. Ouais. Donc ouais, c'était pas mal si vous aimez les enjeux de sécurité d'État, la politique politicienne, vraiment un peu les magouilles, les stratégies, etc. Ça peut être intéressant. Toujours sur les enjeux du terrorisme, on a une série en très peu d'épisodes qui s'appelle Turning Point, qui revient sur les attentats du 11 septembre, qui est très bien. J'ai mis le Bureau des légendes aussi. Ah, excellente. Qui est sur la DGSE. Ouais, c'est sur Canal. Ouais, c'est un peu plus chiant. Ouais, en fait, on suit plusieurs en fait, membres de la DGSE. Donc, c'est le service des renseignements français. Et c'est super intéressant de voir quels sont les enjeux derrière, comment on construit une légende. Parce que justement, en fait, une légende, c'est un peu un profil que va utiliser la personne lors de sa mission. Par exemple, il y a une personne qui part en Afghanistan, sa légende, ça va être qu'il s'appelle Michel comme ça, il a 40 ans et en fait il n'a pas d'enfant, sauf que dans la vraie vie il en a. Mais sa légende, son profil, la vie qu'on lui crée, c'est que il est directeur d'une entreprise, qu'il a pas d'enfant, qu'il n'a pas de femme, alors qu'en réalité il a une famille en France, etc. Mais on lui crée une légende pour qu'il puisse se fondre dans le décor et qu'il puisse aborder les personnes qu'il doit aborder pour avoir des renseignements sur le terrain où il est. Et donc c'est super intéressant de voir comment tout est construit, comment aussi, c'est très en lien avec le Moyen-Orient, avec l'État islamique, ce qui se passe en Syrie, etc. Le régime de Bachar al-Assad, ce genre de choses, très en lien avec ces pays-là, surtout dans les premières saisons, après ça s'étend un peu plus à la Russie, etc. Et donc de voir comment se construit une légende, de voir comment interagissent aussi les différents services de renseignement entre eux, parce qu'on ne parle pas que de la DGSE, il y a aussi la CIA qui rentre en compte, le Mossad qui rentre en compte. J'ai dit le Mossad, c'est les renseignements secrets israéliens. Ouais, exactement. Et les renseignements russes, j'oublie toujours leur nom, j'ai toujours l'ancien nom KGB, mais c'est pas ça. Ouais, non. J'oublie toujours les renseignements russes actuels. Et en fait, voilà, on voit comment ils interagissent entre eux, comment ils récupèrent des infos, qu'est-ce qu'ils font de ces informations, parce que c'est pas le tout de les récupérer, c'est d'agir après en conséquence selon les informations qu'ils récupèrent. Et donc, hyper intéressant pour l'histoire, pour justement les questions politiques au Moyen-Orient, mais aussi pour l'âge de GSP. L'âge de GSP, vous avez tout un chapitre justement sur la question des renseignements. Ça peut que vous aider de voir cette série, et elle est vraiment hyper divertissante dans le sens où quand on regarde le premier épisode peut être un peu long, mais quand vous commencez, vous n'avez qu'une envie, c'est de voir comment va finir en fait la légende, comment va finir un peu la mission sur laquelle sont lancés les personnages. Donc, c'est une série française en plus. Ouais. Et ça se voit que le rythme est beaucoup plus lent qu'une série américaine, mais c'est pas du tout gênant parce que c'est le temps de poser le cadre, c'est finalement l'ambiance de la série et la psychologie des personnages est hyper bien travaillée. Et moi, j'aime vraiment pour moi, le divertissement, c'est pas contre le fait d'apprendre. Et les meilleurs films, les meilleures séries, c'est non seulement tu te divertis, mais en plus t'apprends. Et t'as vraiment ce plaisir d'apprendre. C'est pas juste plein d'effets spéciaux, des explosions à droite. Et vraiment, elle est trop bien. Et dernière série, on finira là-dessus, c'est How to Become a Tyrant. Donc, comment devenir un tyran.
C'est quelques épisodes. Chaque épisode est sur un dictateur. C'est fait par... le présentateur, c'est le petit nain de Game of Thrones. Peter Dinklage. Et donc il dit comment on devient un tyran, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, encore une fois on apprend des choses, c'est assez divertissant, c'est vraiment bien managé. Donc allez voir ces films et ces séries, prenez des petites notes, scriptez pas mais juste les éléments un petit peu importants, ça peut être intéressant. C'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast, donc si le format vous intéresse, likez, parce que ça nous enverra le message comme quoi c'est bien, il faut qu'on continue, sinon on ira sur d'autres formats. Donc si ça vous plaît, likez, partagez à des étudiants que ça pourrait intéresser, et on vous dit à la prochaine.